Né Jerome Lester Horwitz à Brooklyn, New York, le 22 octobre 1903, celui qui allait devenir Curly Howard a grandi dans une famille juive ouvrière. Dans sa jeunesse, la personnalité dominante de ses frères aînés l'éclipsait souvent. Malgré cette marginalisation précoce, son talent comique exceptionnel devint rapidement indéniable. Loin des projecteurs, il se montrait réservé et timide, mais la présence du public déclenchait une métamorphose remarquable. Sur scène, il captivait les foules par son talent d'improvisation brillant, son exubérance enfantine et sa maîtrise du comique physique. Sans formation théâtrale classique, il compensait largement par un sens du timing comique impeccable, un instinct naturel brut et un dévouement sans faille à incarner des personnages loufoques. Avant de devenir légendaire avec les Trois Stooges, il exerça divers petits boulots et participa à des troupes de théâtre amateurs, peaufinant peu à peu les gags burlesques qui allaient devenir sa marque de fabrique. Son entrée officielle dans le trio comique eut lieu en 1932 lorsqu'il remplaça son frère Shemp, parti se lancer dans une carrière solo. À l'époque, Jerome arborait une moustache et une épaisse chevelure ondulée auburn. Cependant, sous l'impulsion de son frère Moe et du producteur de vaudeville Ted Healy, qui pensait qu'un crâne rasé renforcerait la dynamique comique du groupe, il accepta, non sans hésitation, de se raser la tête. Ce look rasé de près est rapidement devenu une marque de fabrique visuelle emblématique. Le public était totalement enchanté par son alter ego cinématographique, défini par des contorsions faciales exagérées à l'extrême, une voix aiguë caractéristique et des répliques cultes telles que « Nuke 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 »,« Sweetenly » et « Woo 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 ». Son humour physique incomparable se caractérisait par des gestes frénétiques, des chutes burlesques et une expressivité faciale frôlant le surréalisme. Les spectateurs étaient naturellement attirés par son énergie débordante, sa vulnérabilité émotionnelle sous-jacente et l'aura de malice innocente qui imprégnait chacun de ses sketchs. Durant l'apogée du trio chez Columbia Pictures, de 1934 à 1946, Curly a joué dans près d'une centaine de courts-métrages comiques, dont beaucoup sont aujourd'hui considérés comme des chefs-d'œuvre incontournables du cinéma américain. Le public continue de chérir des films tels que Punch Drunks, 1934, Disorder in the Court, 1936, et A Plumbing We Will Go, 1940, grâce à leur rythme effréné et au comportement hilarant de Curly. Il était souvent le pilier du groupe. En alliant une nature imprévisible à une âme d'enfant, il a transformé les numéros des Trois Stooges, passant de simples gags physiques à une forme d'art d'une grande créativité, portée par un sens du timing impeccable. Ce mélange unique d'innocence et de chaos absolu qu'il insufflait à leurs sketchs leur a assuré une place de choix dans le cœur de plusieurs générations. Loin des caméras, cependant, la vie privée de Curly, et notamment sa vie amoureuse, était marquée par l'instabilité, les décisions impulsives et une grande fragilité émotionnelle. Ces tourments contrastaient fortement avec le clown joyeux et insouciant qu'il incarnait à l'écran. Bien avant d'accéder à la célébrité avec les Trois Stooges, il contracta son premier mariage, une union tumultueuse et éphémère. Se soldant par un divorce après seulement 5 mois, cette première relation fut un sombre avant-goût de l'instabilité sentimentale qui allait le hanter. À cette époque, Jerome cherchait encore sa voie professionnelle, bien avant que son talent comique ne soit reconnu par le grand public. La rupture rapide de ce mariage l'aurait rendu profondément cynique, instaurant une habitude qui le pousserait toute sa vie à rechercher la validation à travers une succession de relations passagères. Il se maria une seconde fois le 7 juin 1937 avec Elaine Ackerman. Cette date revêtait une importance particulière, coïncidant avec le 12e anniversaire de mariage de son frère aîné Moe et de sa belle-sœur Helen. Cette union prit une toute autre dimension, offrant à Curly un bref aperçu de la stabilité familiale dont il rêvait. En 1938, Helen donna naissance à une fille, Marilyn, le seul enfant de Curly durant cette période de sa vie. Malgré la joie de l'arrivée de leur bébé, les liens du couple se détériorèrent peu à peu. Submergé par des incompatibilités de personnalité profondes, la pression intense de son rythme de tournage effréné et son comportement de plus en plus erratique,
Ils divorcèrent en juin 1940. Bien qu'il ait gardé le contact avec sa fille, sa séparation d'avec Hélène l'a profondément affecté. Ce chagrin a indéniablement contribué à la grave détérioration physique et mentale qui l'a accablé pendant les années qui ont suivi. Après ce second échec matrimonial, son état général s'est rapidement dégradé, une dégradation qui s'est accélérée au cours de la décennie suivante. Ayant toujours eu des problèmes de poids, il commença à prendre énormément de kilos, une transformation visible et alarmante qui inquiéta profondément ses collègues et ses proches. À cela s'ajouta l'apparition d'une hypertension sévère, une maladie dangereuse probablement aggravée par sa santé déclinante et la pression incessante de la célébrité et des voyages. À l'opposé de l'homme infatigable et jovial qu'il incarnait à l'écran, il luttait dans la réalité contre une fatigue chronique, une hypertension artérielle et une multitude de maux qui le tourmenteraient jusqu'à sa mort. Les obligations intenses liées à leur rôle au sein des Trois Stooges ont accéléré son déclin physique. Pendant toute la Seconde Guerre mondiale, le tournage des films du trio était interrompu environ 7 mois par an. Durant ces pauses, il se consacrait au divertissement des troupes américaines, en entreprenant des tournées pour remonter le moral des troupes. Ces tournées les obligeaient à parcourir les États-Unis et à voyager à l'étranger, exposant les artistes à des environnements imprévisibles, à des transports éprouvants et à la tâche exténuante de donner plusieurs spectacles par jour. Bien que destinées à réconforter les soldats, ces représentations se sont avérées incroyablement épuisantes. C'était particulièrement vrai pour Curly, dont la santé était déjà fragile. Comme il portait le plus lourd fardeau de la comédie physique du groupe, exécutant des chutes violentes, des plongeons brutales et des mouvements hyperactifs, les représentations ont durement mis à rude épreuve son corps qui se détériorait rapidement. Lorsqu'il n'était pas sur scène, Curly devait rester sobre, principalement en raison de l'interdiction formelle de Moe de consommer de l'alcool pendant les heures de travail. En tant que manager officieux et rigoureux, Moe savait que le professionnalisme absolu était indispensable pour supporter le stress intense des tournées théâtrales. Bien que Curly respectât les consignes de son frère pendant les représentations, il s'adonnait régulièrement à des excès extrêmes une fois le rideau tombé. Il fréquentait assidûment les bars et les boîtes de nuit locales, cherchant désespérément à se protéger de l'isolement profond et de l'épuisement extrême engendré par la célébrité grâce à l'alcool, aux repas somptueux et à la compagnie des femmes. Ses escapades nocturnes se prolongeaient souvent jusqu'à l'aube, aggravant considérablement son insomnie et accélérant sa dégradation physique. Parallèlement à ses comportements hédonistes, Curly s'est fait connaître pour ses décisions financières désastreuses. Malgré un salaire très lucratif grâce au succès des Trois Stooges, il n'avait pratiquement aucune notion de responsabilité financière. Ses chèques disparaissaient presque aussitôt encaissés, dilapidés en alcool de luxe, restaurants somptueux, bijoux précieux et cadeaux coûteux pour ses conquêtes. De plus, il avait pris l'habitude d'acheter impulsivement des biens immobiliers sans se soucier des conséquences financières à long terme. Ces dépenses excessives et habituelles l'ont mené plusieurs fois au bord de la ruine. Voyant la gravité de la situation de son frère, Moe intervint, endossant le rôle de gestionnaire financier officieux. Il élabora minutieusement un budget strict pour Curly et assuma la tâche fastidieuse de remplir ses déclarations de revenus annuels, garantissant ainsi un minimum de sécurité financière. Cette intervention constitua à la fois une solution logistique cruciale et une touchante démonstration de dévouement fraternel, soulignant les liens familiaux solides qui unissaient la troupe comique en coulisses. Malgré le tumulte incessant de sa vie personnelle, Curly nourrissait une âme profondément douce et empathique, particulièrement manifeste dans ses relations avec les animaux. Les chiens lui procuraient un immense bonheur et un grand réconfort, se comportant comme des amis fidèles qui lui offraient une affection inconditionnelle. Lors de ses déplacements à travers le pays pour ses engagements professionnels exigeants, il croisait constamment le chemin de chiens abandonnés ou errants. Il possédait une remarquable capacité à créer instantanément un lien avec ses animaux, prenant l'habitude de les nourrir, de les soigner et, souvent, de les adopter. Inlassablement,
Il emmenait ses animaux sauvés avec lui lors de ses voyages, refusant obstinément de les abandonner jusqu'à ce qu'ils trouvent un foyer aimant. Cette habitude excentrique déconcertait régulièrement les employés d'hôtel et ses collègues artistes, stupéfaits de voir une célébrité trimballer plusieurs chiens de ville en ville. Durant ces moments de répit entre les tournages et les représentations théâtrales, sa maison était remplie de plusieurs chiens. Son amour profond pour ces créatures demeurait l'un des rares éléments stabilisateurs de son existence chaotique, révélant une nature attentionnée et sensible qui contrastait totalement avec le tourbillon vertigineux de sa carrière et de sa vie amoureuse. Animé par le désir sincère d'enrayer le déclin physique de son frère et de lui apporter un peu de stabilité, Moe n'a cessé d'encourager Curly à se marier avec une femme fiable, capable de lui offrir un soutien affectif. Prenant ses conseils à cœur, Curly s'est lancé à corps perdu dans une romance passionnée avec Marion Buxbaum, qu'il a épousée après seulement 2 semaines de fréquentation. Célébré le 17 octobre 1945, ce mariage semblait au départ promettre la relation durable qu'il espérait, mais il s'est rapidement transformé en un désastre d'hostilité et de ressentiment. Ne durant que 9 mois, le mariage fut marqué par des disputes incessantes, une paranoïa profonde et des aspirations radicalement différentes. La procédure de divorce qui s'ensuivit fut une épreuve émotionnellement dévastatrice et une humiliation publique retentissante. Avides de tirer profit du malheur d'une star, les médias sensationnalisèrent abondamment le drame judiciaire, dépeignant Curly comme un personnage instable et déséquilibré. Cette surveillance incessante des tabloïds eut des conséquences catastrophiques sur sa santé. Déjà affaibli par une maladie chronique et un stress intense, son état physique se détériora considérablement durant cette bataille juridique acharnée. 2 mois seulement avant que le divorce ne soit prononcé en juillet 1946, il fut victime d'un AVC massif. Cette urgence médicale tragique mit un terme brutal à sa collaboration avec les 3 Stooges et marqua le début d'une dégradation rapide et irréversible de sa santé. Malgré cette tragédie bouleversante, il continua de rechercher une vie normale et une compagnie aimante. Le 31 juillet 1947, il épousa Valerie Newman, qui allait devenir sa plus fidèle compagne. Ce dernier mariage fut marqué par une longévité et une stabilité exceptionnelles, offrant enfin à Curly le soutien et la sérénité qu'il avait tant désiré. En 1948, le couple célébra la naissance de leur fille, Janie, un heureux événement qui insuffla à Curly une nouvelle motivation malgré la dégradation progressive de sa santé. Valerie resta à ses côtés durant ces dernières années, lui prodiguant un amour et des soins inconditionnels tandis qu'il endurait ses hospitalisations répétées et la perte inexorable de ses capacités physiques. À l'opposé de ses précédentes relations amoureuses désastreuses, cette dernière période de sa vie fut fondée sur un dévouement authentique et une attention réciproque. Ils restèrent ensemble jusqu'à son décès en 1952, offrant un final poignant et doux amer à un artiste dont le génie comique sans égal dissimulait des décennies de souffrances physiques et émotionnelles atroces. Depuis des générations, les amateurs de comédie classique vénèrent le personnage exubérant et extravagant de Curly Howard, membre le plus célèbre du légendaire trio burlesque. Son falsetto inimitable, ses pirouettes vertigineuses et ses grimaces outrancières ont fait le bonheur de millions de personnes, inscrivant dans la tradition comique un héritage qui perdure encore aujourd'hui. Mais derrière les cascades hyperactives et la joyeuse frénésie de son alter ego cinématographique se cachait une réalité profondément sombre et tragique, longtemps dissimulée par les studios, les distorsions de la vérité et la volonté d'Hollywood de protéger ses stars du regard du public. Aujourd'hui, grâce à la révélation de dossiers médicaux, de lettres familiales et de documents historiques jusque-là tenus secrets, le voile qui entourait sa dégradation physique et mentale soudaine a été levé. La réalité qui a émergé est profondément troublante et indéniablement déchirante. L'homme né Jerome Lester Horwitz vivait dans un état de contradiction permanente.
Loin des projecteurs, c'était une âme timide et sensible, rongée par de profondes insécurités quant à son physique et sa place dans le monde du spectacle, même s'il était incontestablement le membre le plus populaire des Trois Stooges à leur apogée. Tandis que le public voyait en lui un bouffon attachant, son entourage était témoin d'un homme aux prises avec de graves épisodes de dépression, un isolement accablant et un profond sentiment d'inadéquation. Les origines de cette souffrance apparaissent aujourd'hui beaucoup plus clairement grâce à de nouvelles révélations sur sa vie privée, des détails auparavant occultés par la stigmatisation sociale et l'absence de documents. À une époque où les troubles psychologiques étaient entourés de honte et d'incompréhension, ses agissements imprévisibles, ses sortes d'humeur et son habitude de disparaître des plateaux de tournage étaient simplement considérés comme des effets secondaires de la célébrité et de l'épuisement. Une analyse moderne révèle cependant qu'il s'agissait là d'indicateurs flagrants de souffrances bien plus profondes. Les médecins contemporains qui ont examiné son dossier suggèrent qu'il souffrait probablement d'une affection neuropsychiatrique non diagnostiquée comme un trouble bipolaire. Cette affection était sans aucun doute aggravée par sa forte dépendance à l'alcool, un mécanisme d'adaptation qu'il utilisait désespérément pour tenter d'apaiser sa souffrance psychologique. Ces découvertes éclairent d'un jour nouveau ces dernières années, une période marquée par un déclin cognitif et physique terrifiant. En 1946, à seulement 42 ans, un accident vasculaire cérébral foudroyant le frappe pendant le tournage du court-métrage Half-Wits Holiday, mettant un terme brutal à sa carrière au sein des Trois Stooges. Si de nombreux admirateurs ont cru à un accident isolé dû à de mauvaises habitudes et au stress, des recherches approfondies indiquent qu'il souffrait d'accidents ischémiques transitoires, AET, ou mini-AVC, depuis des années. Tragiquement, ces signes avant-coureurs neurologiques cruciaux ont été ignorés ou mal interprétés. Le plus troublant est sans doute le traitement inhumain qu'il a subi de la part des studios Columbia Pictures durant cette période. Au lieu de lui prodiguer les soins médicaux indispensables ou de lui accorder un repos suffisant, le studio l'a impitoyablement contraint à continuer de travailler tant qu'il en était physiquement capable, craignant que la rentabilité du trio ne s'effondre en son absence. Des notes internes de l'époque révèlent une indifférence consternante à son égard, laissant entendre que les dirigeants le soutenaient tout simplement pour qu'il termine un autre film ou dissimulait sa maladie afin d'éviter l'inquiétude du public. Bien que son frère Moe se soit battu avec acharnement pour lui en coulisses, son influence était extrêmement limitée face à un système conçu pour privilégier les profits à la vie humaine. Suite à son AVC massif, Curly passa ses derniers jours dans l'oubli, entre hôpitaux et courts séjours chez sa famille. Il tenta un unique retour avec une brève apparition dans le court-métrage de 1947, Hold That Lion. Mais l'homme vibrant et énergique qui électrisait jadis le public n'était plus qu'une enveloppe fragile et désorientée, visiblement vieillie prématurément. D'autres AVC le laissèrent finalement invalide. À sa mort en janvier 1952, à l'âge de 48 ans, le monde avait largement oublié celui qui avait tant fait rire. Son décès fut annoncé dans la presse, mais sans les hommages grandioses et le respect immense que ses contributions monumentales méritaient. Le prétendu mystère de sa chute tragique n'est plus un secret. Il s'agit en fin de compte d'une histoire de négligence médicale, de stigmatisation sociale et des conséquences fatales de la célébrité à une époque où le rire était de rigueur. Au final, la révélation de la vérité sur ces derniers jours n'apporte pas le réconfort que ses admirateurs auraient pu espérer. Elle nous oblige plutôt à affronter la vérité douloureuse qui se cache derrière la comédie. Ceux qui apportent net le plus de joie au monde peuvent souffrir en silence, et les personnes les plus drôles dissimulent souvent les souffrances les plus profondes. Ce n'est certes pas la conclusion heureuse que nous espérions, mais c'est l'héritage honnête qu'ils méritent de laisser. Les récentes révélations issues des archives familiales, des témoignages recueillis en coulisses et de dossiers médicaux négligés dressent un portrait poignant d'un artiste qui a sacrifié sa santé pour divertir le public alors même que son monde personnel s'effondrait.
Curly Howard était bien plus qu'un simple comique oublié de l'histoire. C'était un être humain profondément vulnérable, trahi par une industrie totalement incapable de prendre soin de lui.